Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je suis Yannick Mével, je suis professeur d'histoire, de géographie, de MC. J'ai été professeur en lycée et en INSPE jusqu'à l'année dernière. Je suis désormais à la retraite. Euh, je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et directeur de publication de cette belle revue. Nous allons consacrer ce webinaire au dernier numéro paru au mois de novembre et intitulé Citoyenneté avec une parenthèse et un S que nous essaierons d'expliquer au cours de cette réunion. Nous avons pour en parler quatre invités, les deux coordonnateurs du dossier et deux des contributeurs qui vont essayer de montrer la diversité des contenus et puis de débattre avec vous. Pour ce débat, donc vous avez à votre disposition la conversation ou le chat, comme on dit, du webinaire qui sera tenu aujourd'hui par Ben Aïda. Bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Effectivement, je suis Ben Aïda, je suis professeur des écoles et formateur. Je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Et rendez-vous dans le chat pour vos commentaires, vos réactions, vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Alors n'hésitez pas parce que il faut que ça soit un peu interactif. Le webinaire se déroule en plusieurs étapes. Une première étape où ce sont d'abord nos intervenants qui ont la parole et puis ensuite des étapes un peu plus de discussion, de dialogue entre les participants et puis avec l'assistance. Premier, premier temps donc du webinaire, on va présenter le dossier et c'est pour ça que je vais donner la parole au coordonnateur. Bonsoir Camille. Bonsoir à toutes et à tous. Camille Rollins, donc je suis enseignant-chercheur en philosophie de l'éducation à l'INSPE de la Loire, à l'Université Lyon 1, après avoir été notamment professeur des écoles. Et je travaille en particulier et je forme, j'interviens auprès des futurs enseignants du primaire, donc MEF 1, sur les questions de politique et d'éducation, et en particulier les questions liées à l'éducation à la citoyenneté. Et l'envie de se lancer dans ce dossier est venue, d'une certaine manière, de l'idée que la citoyenneté à l'école, l'éducation à la citoyenneté était un objet bien connu, donc méconnu, et en particulier ou mal connu, et qu'il était intéressant de le resituer dans sa complexité, en particulier sortir peut-être de certaines évidences, l'idée que c'est forcément par rapport à un cadre national ou que c'est forcément par rapport à certaines formes de participation politique instituées. Alors oui, justement, ce dossier, il s'intitule Citoyenneté. Tout le monde voit à peu près de quoi il peut s'agir, sauf qu'il y a un S entre parenthèses qui est peut-être un petit peu plus mystérieux. Et puis, par ailleurs, est-ce vraiment nécessaire? C'est une vieille histoire, le rapport entre l'éducation, l'école, mais aussi l'éducation en général et puis la citoyenneté, ça date au moins de la République, voire du début de la démocratie. C'est quoi l'actualité d'une telle question, Camille? Alors, l'actualité, on peut peut-être la trouver dans le besoin qu'on a, aussi bien dans le langage courant que dans des travaux de recherche ou dans des travaux de politique, enfin, des textes de politique publique, de mettre à cette citoyenneté un certain nombre de préfixes et d'adjectifs. On va parler de l'éco-citoyenneté ou de la citoyenneté européenne ou de la citoyenneté numérique ou de la citoyenneté sexuelle. Comme s'il y avait besoin à la fois de préciser et de diversifier ce dont on parle. Et d'où l'idée de ce S entre parenthèses. Et donc, oui, tu nous disais, la thématique citoyenneté, elle se situe aujourd'hui dans les questions d'éducation. C'est utile d'éduquer à la citoyenneté. On y reviendra tout à l'heure peut-être un petit peu plus, mais un premier mot là-dessus par rapport à l'orientation du dossier. Alors, est-ce que c'est utile d'y éduquer? Sans doute oui, sauf à supposer que les citoyens naissent par génération spontanée ou sortent tout armés à partir du moment où on les décrète tels. Après, des questions qui permettent de complexifier et qui sont abordées en particulier dans le dossier, c'est qui doit le faire, qui peut le faire, est-ce qu'un seul acteur peut prétendre en avoir le monopole ou une seule actrice, si douée et si compétente pédagogiquement, puisse-t-il être? Dans quelle direction? Jusqu'où? Avec quel degré d'engagement? Quelle forme d'exigence de neutralité ou au contraire d'engagement vers certaines valeurs démocratiques, par exemple? Et à la question
est-ce utile, est-ce nécessaire? Il est sans doute plus facile de répondre que d'affiner la manière dont concrètement cela peut être fait et par qui. Les pourquoi sont peut-être plus simples que les comment. En effet, c'est bien la conjonction des deux qui fait la recherche, en tout cas, des cahiers pédagogiques. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Aurélie est la deuxième coordonnatrice de ce dossier. Alors, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier, donc en sciences de l'éducation, plus spécialisée en éducation à l'environnement. Je suis aussi membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et dans le cadre donc de ma spécialité de recherche, bien, je m'intéresse à l'éco-citoyenneté, plus ou moins actuellement. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint la coordination du dossier. Et alors, c'est un dossier, on l'a vu déjà avec les premiers mots que vous en avez dit tous les deux, qui pose beaucoup de questions, enfin, qui a posé beaucoup de questions, qui aussi engage une diversité d'acteurs. Ça risquait de partir dans tous les sens. Et quelle est l'organisation que vous lui avez donnée alors pour essayer d'éviter cette espèce de patchwork qu'il aurait pu être? Oui, oui, il y avait dans l'appel à communication, c'était, enfin à contribution plus exactement, il s'agissait voilà, de montrer comment on éduque, bah, comme l'a dit Camille, à la citoyenneté avec préfixe et adjectif. Et donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était de montrer une tension entre civilité, civisme et citoyenneté. Et donc, on a reçu beaucoup de propositions très différentes et on a fait le choix dans ce dossier de montrer une diversité de points de vue, c'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours d'accord avec les points de vue qui sont proposés, mais je pense que c'est la force des cahiers pédagogiques aussi de proposer cette pluralité. En tout cas, et chacun et chacune pourra se faire son propre point de vue. Et du point de vue de la structure, on a organisé les différentes propositions en trois parties. Alors, c'est assez classique, hein, un dossier en trois parties. C'est comme une dissertation, quoi. Donc, mais bon, ce qu'on a choisi, c'est les éléments suivants. Donc, d'abord, un premier bloc qu'on a appelé regard oblique, où là, on a regroupé des propositions avec des points de vue, justement, c'est des points de vue différents. Alors, soit des points de vue extérieurs, donc on a par exemple un article sur comment ça se passe au Québec de Christophe Point, ou bien sur la perspective brésilienne avec Madame de Souza et Madame Lett. Et puis, on a aussi, par exemple, un point de vue très introspectif avec l'article de Séverine Fix-Lemaire qui a interrogé des enseignants et qui a analysé d'un point de vue psychanalytique, en fait, leurs propos et qui permet de très bien rendre compte des tensions qui sont inhérentes à cette éducation à la citoyenneté. Comment ça met en fait l'enseignant face à des questions très profondes sur qu'est-ce que finalement, bah, comme disait Camille, jusqu'où je dois aller, quelle est ma posture, etc. Ça, c'est enfin, il y a évidemment d'autres contributions, mais c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, on l'a intitulé Question d'échelle parce que là, on était plutôt dans une articulation et dans un dialogue entre des points de vue individuels, des points de vue collectifs, entre les murs de l'école, l'extérieur de l'école, avec notamment l'article de Marie Drill, et Marie va pouvoir en parler beaucoup plus tout à l'heure. Et puis, voilà, entre le territoire, les habitants. Et puis, bah, là, par exemple, on apprend comment éduquer à la citoyenneté à travers un concours de masques, par exemple, par Jérôme Duet. Et puis le troisième bloc, eh bien, c'est finalement là où on a regroupé ce qu'on a appelé les citoyennetés émergentes, avec un choix de points de vue extrêmement contrastés, par exemple sur le service national universel, sur tout ce qui est éducation bah, à la défense, donc sans faire de choix, voilà. Ça, c'était un des premiers éléments. Il y a évidemment un bloc sur l'éco-citoyenneté avec des points de vue très différents. Et puis, il y a cet article vraiment intéressant et cette notion qui émerge, et je pense qu'en ce moment, elle me paraît tout à fait pertinente. C'est cette notion de citoyenneté sexuelle.
qui est développé par Priscilla Micollet, qui est doctorante. Et là, dans les débats actuels sur l'éducation affective et sexuelle et sur des questions, bon, vous en avez tous entendu parler, hein, d'identité de genre, etc., le fait de consentement, etc., le fait de placer en fait les relations sexuelles sur un plan de la citoyenneté, je trouve que c'est très intéressant du point de vue, enfin très heuristique du point de vue justement des droits, des devoirs, etc. Et que ça décentre en fait la question. Donc, je vous invite à lire cet article avec beaucoup d'attention. Voilà pour l'articulation des parties et des contributions. Oui, c'était pas du tout prévu, hein, l'actualité sur ce sujet quand le dossier et cet article ont été commandés et acceptés, mais effectivement, ben, forcément, ce sont des questions qui reviennent en ce moment beaucoup. Euh, du fait d'une certaine crispation aussi sur ce sujet-là, comme sur les sujets de citoyenneté au demeurant. Nous avons avec nous aussi deux des contributeurs au dossier, Marie-Drille et Titouan Laït. Bonsoir Titouan. Bonsoir, je suis professeur de philosophie, je suis TZR rattaché à l'Académie de Limoges et donc je travaille à Limoges cette année comme professeur de philosophie. Ton article, ta contribution démarre par l'interrogation sur une formule de l'actuel président de la République qui a parlé ou repris une expression de réarmement civique. Ça voudrait dire qu'il y aurait un désarmement. Qu'est-ce que c'est que ce langage guerrier, là, pour parler de citoyenneté? Et pourquoi cette formule t'a-t-elle paru plutôt comme une invocation d'un fantasme, d'un imaginaire fantasmé, que d'un véritable projet d'éducation? Alors en fait, donc moi j'ai fini mes études de prof sous les années de ministère de Jean-Michel Blanquer. Ce qui m'a poussé à m'interroger, à m'intéresser sur un certain nombre de formules qu'on a beaucoup entendues dans le débat politique et médiatique, des notions comme par exemple l'importance de réaffirmer les valeurs républicaines ou l'ordre républicain, de les inculquer de la part des professeurs, sans nécessairement que ces formules ne soient interrogées ou définies. Euh, Dès lors, excusez-moi, euh, dès lors, j'ai trouvé intéressant d'étudier comment ces notions mettent en place un imaginaire, font écho donc à une forme de nostalgie qui rappelle la Troisième République et donc cette image d'Épinal d'une classe euh, qui se tiendrait parfaitement sage avec des élèves modèles respectant la personne du professeur incarnant l'État. Euh, et le fait que ces concepts soient assénés sans jamais être définis m'a poussé à les traiter, enfin en tout cas à les penser comme ce que des philosophes des sciences, Philippe Hunnemann et Anouk Barberousse, ont appelé des concepts tags, c'est-à-dire des concepts qui ne visent pas à être précisés, définis et expliqués, mais des concepts qui visaient en fait à invoquer un imaginaire pour emporter l'adhésion d'un auditoire ou alors d'un électorat. Alors, dès lors, dès qu'on essaie d'identifier le contenu associé dans le discours qu'on a entendu beaucoup donc depuis 7 ans dans les différents ministères de l'Éducation nationale, le programme politique qui, me semble-t-il, décrit au mieux cette conception de la citoyenneté, que j'ai qualifiée de citoyenneté rituelle, qu'on aurait pour mission, nous, professeurs, d'inculquer, serait celle euh, qui a été exprimée par la formule de Gabriel Attal lors de son discours de Viry-Châtillon. C'est la fameuse tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et pour moi, euh, c'est vraiment ça la vision de la citoyenneté rituelle, c'est-à-dire le fait que nous aurions pour vocation, comme inculcation de la République, d'apprendre en fait à se tenir sage, donc à respecter l'autorité. Euh, Ce qui renverrait à l'image qu'il existe de fait une forme de désarmement civique que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, et alors cette idée d'un désarmement, donc d'une jeunesse qui ne serait plus civique, qui serait défiante par rapport à l'école, par rapport à la société et à l'État, euh, je trouve, et donc que nous aurions pour mission de discipliner,
c'est quelque chose qui, à mon avis, est symptomatique de l'idée de ce que donc deux chercheurs en philosophie de l'éducation, Christophe Miqueux et Jean-François Dupeyron, ont appelé le néolibéralisme éducatif. C'est-à-dire l'idée que dans un système social dans lequel les systèmes de solidarité et donc de cohésion, les institutions sont déconstruites de côté, le rôle de l'école serait celui de euh, créer par des rituels, de créer par l'apprentissage, l'intériorisation de la discipline, des bons comportements chez les élèves qui compenseraient le fait que finalement, tout à l'échelle politique, économique, les pousse à s'adapter à des modèles individualistes mis en avant. Dès lors, le désarmement civique serait celui-ci, serait en fait la perte de sens de ce qu'on appelle les valeurs républicaines dans un paysage politique qui prône la déconstruction de tous les systèmes de solidarité. Et le rôle de l'école serait alors celui de mettre en place dans ce discours des bons comportements, soit ce qu'on peut appeler du civisme, à défaut d'une citoyenneté éclairée, c'est-à-dire de l'association de sens et de compréhension du bien fondé des normes collectives qui fonderaient une citoyenneté républicaine authentique, c'est-à-dire éclairée. Et voilà. Et dans ce sens-là, finalement, le contenu, le reste du contenu du cahier essaie de nous proposer d'aller à l'inverse, si l'on peut dire, vers cette citoyenneté éclairée avec différents moyens, différents outils, à l'école, mais aussi hors de l'école. Et c'est en particulier ce que nous propose Marie Drill dans le texte. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Je suis pédagogue de rue au groupe de pédagogie et d'animation sociale à Rennes, dans le quartier prioritaire de Maurepas. Et donc, pédagogue de rue, ça peut sembler comme ça un petit peu nébuleux comme nom d'intitulé de fiche de poste. En fait, nous, on a un dispositif qui travaillons hors les murs. Donc, on a un réseau d'associations en Bretagne. Donc, il y a 3 différents GPS. La maison mère est à Brest. Il y a une antenne aussi en milieu rural qui travaille avec des adolescents au nord de Rennes. Et donc, nous, on a une antenne enfance et jeunesse sur le quartier prioritaire de Maurepas à Rennes. Donc, chaque dispositif fonctionne de manière singulière en lien avec son territoire et son historique. Et après, par contre, on a une pédagogie, donc on fait de la pédagogie sociale. Donc la particularité, c'est que nous, on est un dispositif hors les murs. Donc on a des bureaux tous où on travaille et où on fait nos réunions pendant que les enfants et les ados sont à l'école. Et sinon, tout se passe dehors. Donc on est vraiment sur une pédagogie du dehors. Donc avec un investissement de l'espace public. Donc nous, par exemple, on est présent à la sortie de l'école tous les jours, midi et soir, pour rencontrer les enfants, les parents, mais aussi l'équipe pédagogique. Nous, historiquement, on est très en lien avec l'école du quartier, puisque c'est suite à un instituteur freinet dans les années 90 qui avait remarqué que les enfants ne sortaient pas beaucoup dans l'espace public et donc étaient des enfants d'appartement et notamment ne sortaient encore moins du quartier. Et donc avec l'idée d'avoir envie de faire sortir les enfants des logiques d'intérieur et aussi du quartier et d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur avec l'idée de comprendre comment la société fonctionne en fait. Donc nous, l'idée, c'est de prendre des petits groupes d'enfants qu'on va chercher à la maison et qu'on ramène à la maison. Donc en général, c'est un pédagogue pour 3 enfants qui part découvrir la ville, donc prendre les transports en commun, donc apprendre à se repérer sur une carte, pouvoir aller faire des rencontres de gens qui ont un métier particulier, aller voir les balances d'un concert, pouvoir être bénévole sur un festival, avec l'idée de comprendre comment la société fonctionne et donc de pouvoir développer à travers ça son esprit critique. Nous, on demande bien à chaque fois qu'est-ce que l'enfant a pensé de l'activité, s'il a aimé, pourquoi, s'il n'a pas aimé, pourquoi, et donc de s'exprimer par rapport à ça. Et, Alors ça passe par des actions parfois étranges que tu racontes dans l'article, des confitures de tomates vertes, la peinture de passages pour piétons. Ça forge la citoyenneté, ça alors.
Alors là, c'était dans le cadre d'un projet puisque nous on est dans un quartier où il y a une rénovation urbaine qui s'opère depuis 5 ans avec l'arrivée du métro et donc qui va durer encore une bonne dizaine d'années parce qu'il y a pas mal de boulot en termes de rénovation urbaine sur le quartier. C'est un quartier vieillissant avec des habitations qui sont dans des tours qui sont dans des conditions de vie. Les familles sont dans des conditions de vie pour l'instant assez précaires. En tous les cas, dans les habitations, des familles très nombreuses, dans des logements parfois un peu insalubres. Et donc là, il y a la rénovation urbaine sur le quartier qui s'opère avec l'arrivée du métro qui est arrivé donc pour désenclaver un peu le quartier. Donc là, maintenant, on peut se rendre très rapidement à l'autre bout de la ville. Et puis, ça s'opère. Là, il y a la rénovation du quartier. Les tours sont en train d'être réhabilitées. Et nous, on s'est posé la question, c'est parti de présupposer de comment on peut laisser de la place aux enfants dans ces grands chamboulements de leur quotidien, avec l'envie aussi de se dire que ils pouvaient garder leur voix au chapitre aussi et donner comment on allait pouvoir s'investir dans ces grands changements. Et donc notamment, ça passait par occuper l'espace public parce que on a eu via différentes actions, on a été voir l'idée d'aller voir un peu ce qui se passe dans la pédagogie de projet. C'est bien l'idée d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur pour voir comment nous, on peut prendre des bonnes pratiques et pouvoir ensuite réfléchir comment on peut agir, nous, sur le quartier. Avec toujours l'idée de pouvoir agir pour les premiers concernés, donc les enfants et les familles. Et donc là, c'était l'investissement de l'espace public, ça passe par la réappropriation de son territoire et donc comment on peut planter des choses pour se dire que après on pourra aller récolter, que c'est dans l'espace public donc tout le monde pourra se servir. Comment on peut aussi repérer qu'il y a des manques à certains endroits, donc là notamment l'histoire du passage piéton devant le métro. Les nouvelles normes font que s'il y a un ralentisseur, on est censé les voitures, les piétons sont censés comprendre que les piétons sont prioritaires et les voitures aussi, sauf que nous on avait bien remarqué que les enfants en premier ont remarqué que on savait pas où traverser, donc cette grande avenue là, tout le monde était un peu perdu de savoir comment il fallait traverser et donc on s'est saisi de cette question-là. Et donc, on avait fait une manifestation avec les enfants en disant que les passages piétons, c'était pas pour les pigeons. Et donc, voilà, c'était notre slogan. On l'a écrit sur des pancartes et suite à ça, donc, ça a interpellé les passants qui ont dit qu'ils étaient d'accord. Donc, voilà, ça a fait un peu de bruit autour de nous. On s'est dit, après, on a demandé à la mairie de quartier si on pouvait vraiment faire un petit happening et marquer donc avec des pochoirs faits maison et de la bombe de chantier si on pouvait faire un passage piéton. Donc on a fait un happening lors d'un de nos temps forts, donc notre assemblée générale, où on a dessiné un passage piéton sur le mode des zones de croisement. Là, on avait été enquêté dans la ville pour voir qu'il y avait plein de zones de croisement doux où les piétons sont prioritaires. Et là, ça fonctionnait. Quand on a observé avec les enfants, on s'est dit, là, oui, on voit bien que les voitures ralentissent, les piétons se sentent prioritaires et protégés. Et donc, voilà, on a fait remonter un peu tout ça jusqu'à la mairie de quartier dans un premier temps, et puis qui nous soutient beaucoup dans nos actions. Et puis, c'est remonté jusqu'au bureau de la maire. Et c'est une histoire qui se termine bien. Et l'actualité, là, c'est que depuis 2 semaines, on a un passage piéton devant le métro. Donc, comme quoi, manifester, des fois, ça sert à quelque chose. Voilà, c'est la leçon citoyenne que Exactement. que vous avez tirée de cette belle aventure. Ben, il se passe quelque chose dans la discussion sur le chat? Oui, il y a quelques éléments, et puis avec beaucoup de qualité et un questionnement assez fin sur le. Alors, Christian qui nous dit au sens antique du terme, est citoyen et citoyenne celui qui est celle qui participe à la construction de la cité, en référence à l'Antiquité grecque et Athènes, notamment avec une référence autour de Patrick Rayoux, de son ouvrage La cité des lycéens. C'est repris par un autre Christian.
effectivement, est-ce que ça correspond, voilà, cette question, cette problématique? Est-ce que le dossier des cahiers, vous traitez aussi de cette notion de citoyen, qui implique qu'il agit, il agit sur la société, voilà, et le civisme, par exemple, n'a pas cette dimension. Alors, on le voyait sans doute un petit peu dans déjà le récit que vient de faire Marie, et ça pose une question qui est posée dans le dossier de l'échelle, la micro-action et puis l'action au plan plus large de la société, du pays, de l'Europe, pourquoi pas, voire du monde. Ces questions d'échelle sont aussi largement abordées dans le dossier. Ça va m'amener à revenir aussi sur la question de la définition, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté dont on parle? On l'a déjà vu un petit peu avec Titouan qu'il peut y avoir une définition, alors que qu'on pourrait dire autoritaire, et une définition plus démocratique, probablement. C'est ce que disent aussi les deux auteurs brésiliens dont il était question tout à l'heure dans le dossier, en racontant le passage du Brésil de la dictature à la démocratie qui a supposé des changements totaux, un changement total de paradigme éducatif en matière de citoyenneté. Camille, tu pourrais aller un petit peu plus loin sur ces questions, peut-être en essayant de dire quelques mots sur est-ce qu'on peut véritablement enseigner, voire transmettre la citoyenneté? Alors, c'est une question qui est compliquée et pour rebondir un petit peu sur les questions du chat et sur cette question-là, justement, la référence à l'antique, elle est intéressante et c'est une référence qui revient très souvent sur cette question de la citoyenneté, mais justement, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, dans le cadre d'Athènes, ça marche avec des corps civiques très petits, de l'ordre de quelques centaines de personnes, qui sont uniquement des hommes, uniquement des citoyens de la cité, et ça repose sur l'existence, par exemple, d'une main-d'œuvre servile, donc d'esclaves, hein, extrêmement importante, qui est ceux qui participent concrètement à la construction de la cité, dans le sens les travaux de maçonnerie. Enfin, voilà. Et du coup, les citoyens peuvent consacrer 100% de leur temps à l'action politique en commun. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps, le fonctionnement démocratique a été considéré comme quelque chose qui n'était pas possible pour une grande société, qui était possible dans une petite société avec quelques centaines de citoyens et un fonctionnement avec des maîtres et des esclaves. Voilà. Donc, l'idée justement d'échelle, faire des citoyens dans un grand pays, c'est quelque chose qui pendant très longtemps a été considéré pas du tout évident. C'est pour ça qu'on considérait que c'était plus simple de faire des sujets, parce que ça, avec un grand pays et un roi, on pouvait faire. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments. La question à est-ce que le citoyen, c'est forcément celui qui agit sur sa société? Bah, par exemple, une notion comme la notion de citoyenneté sexuelle, dont Aurélie parlait tout à l'heure et dont Priscilla parle dans le dossier, elle a cela de très intéressant de rappeler aussi que la société et la situation politique agissent sur l'individu, en particulier sur ses possibilités de consentir ou pas, ou de faire des choix de maternité ou de non-maternité. On dépend, par exemple, de l'existence d'un droit à l'avortement ou d'un droit à la contraception ou pas. Un consentement ne dépend pas seulement du désir de la personne ou de sa force morale, mais aussi de est-ce que la personne est mise objectivement ou pas dans des situations où elle subit des pressions, où elle risque des rétorsions selon son choix. Et donc, il y a bien une action euh, du contexte social et du contexte politique sur l'individu pour lui permettre plus ou moins de droits ou le contraindre plus ou moins. Donc à la question, peut-on transmettre la citoyenneté? À mon avis, ce qu'on peut transmettre, comme on transmettrait des connaissances en histoire ou des connaissances en maths, c'est la connaissance d'un certain nombre de droits. Et de fait, la citoyenneté dans les démocraties contemporaines, la manière la plus empirique de la constater, c'est est citoyen d'un pays celui qui jouit d'un certain nombre, celui ou celle qui jouissent d'un certain nombre de droits que la constitution du pays garantit, par exemple. Voilà. Après, ça, c'est un statut objectif. Vous êtes citoyen français, vous avez une carte d'identité, un passeport français avec un certain nombre de droits, de choses qui vous sont permises et de choses qui vous sont interdites. Voilà. Après, si on considère la citoyenneté comme quelque chose qui est plus de l'ordre d'une valeur ou d'un certain nombre de comportements, on tombe sur des questions très classiques, hein, qui sont celles à la fois de la pédagogie et de la philosophie. Peut-on enseigner un comportement?
enseigner une, des valeurs. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, après je m'arrête parce que j'ai déjà répondu longtemps, ce que la réponse de Marie Drill en particulier, enfin son intervention montre, c'est qu'on peut jouer sur le contexte pour que les gens aient plus ou moins d'opportunités ou pas de se saisir de possibilités d'agir sur ce qui les entoure. Voilà. Ça serait la construction d'une agentivité, comme on dit en quelque sorte. Marie, peut-être que justement tu peux rebondir là-dessus. Comment vous fabriquez des enfants, des jeunes qui veulent agir dans la société? Je pense qu'en étant dans le faire, enfin, on est vraiment dans quelque chose, on comprend quand on fait plus que quand on est assis, quand on va dehors, quand on interagit avec son milieu. Nous, on est vraiment dans une pédagogie d'interaction avec le milieu. Et l'enfant, quand il est confronté à différents milieux, eh bien, il peut comprendre qu'il y a des règles qui sont différentes quand on va, par exemple, à l'opéra, que quand on va dans un squat d'artistes, que quand on va. Et en fait, c'est en allant piocher un peu et en comprenant que en fait la société elle est complexe, il y a plein d'endroits différents et on peut agir de manière différente dans certains endroits. Quand on se déplace, on court pas, il y a des moments où on joue. Enfin en fait les mettre vraiment au centre de d'une compréhension fine en fait et les enfants quand on est quand nous on se met à la même être pédagogue, c'est aussi se mettre à la même hauteur que les enfants. En fait, des fois, on va dans des endroits, nous on n'y a jamais été, enfin il y a plein d'inconnus et on est au même niveau qu'eux et du coup on apprend ensemble. C'est aussi quelque chose d'hyper intéressant d'être dans cette position de on va décider ensemble aussi. On a, enfin d'être vraiment. Moi j'aime bien cette idée de proximité et de même niveau en fait. C'est Et puis, c'est et aussi ces moments où on a le sentiment d'avoir une action, d'avoir réussi quelque chose. Comme tu le disais à propos, par exemple, de l'exemple des passages piétons tout à l'heure. Euh, dans dans la revue internationale d'éducation de Sèvres, il y a un numéro consacré à l'engagement qui justement, par exemple, évoquait les conseils municipaux ou les conseils d'enfants avec un œil très critique qui disait que on leur demande leur avis, mais finalement, la plupart du temps, ça n'aboutit pas. Vous passez pas directement par cette case-là, vous passez par la case de l'action. Disons que nous, on demande toujours l'avis, mais ce que je l'expliquais un peu dans l'article, c'est que les concertations, il y en a et je pense qu'elles sont nécessaires. Enfin, mais souvent, des fois, les choses sont déjà décidées. Donc, comment on agit vraiment ensemble, on expérimente. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'expérimentation qui est importante, de faire des allers-retours entre on a testé, ça n'a pas marché, on teste autre chose et du coup on avance ensemble comme ça, on décide ensemble de tiens qu'est-ce qu'on pourrait essayer, on pourrait aller enquêter là parce qu'on se rend compte et en fait un projet c'est ça, c'est plein d'allers-retours entre alors c'est toute la complexité aussi enfin nous un peu notre travail et dans les associations et dans le travail social d'une manière générale, c'est que là on a des subventions pour du fonctionnement. Enfin, nous, en fait, sachant qu'on n'a pas de matériel pédagogique, enfin, c'est vraiment nos salaires qui coûtent cher entre guillemets, enfin, mais en même temps pas très cher parce qu'on n'est pas très bien payé. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, on a surtout ces besoins de financement pour du fonctionnement et on est de plus en plus obligé de faire des appels à projets pour avoir de l'argent et pour fonctionner. Et en fait, on se rend compte quand on écrit des appels à projets que c'est des fois un peu factice parce qu'en fait, on sait pas trop comment. Enfin, après, il y a aussi l'évaluation et il y a aussi cette prise en compte de voilà, ça s'est pas passé comme ça. Mais en fait, c'est pas vraiment en adéquation avec la réalité de notre terrain parce que alors on a toujours cette finalité qu'on vise et puis les objectifs qu'on met. Et puis en fait, il y a plein d'allers-retours sur un projet notamment qui dure 1 ou 2 ans avec du réel, comment on réadapte, les effets inattendus. On se rend compte que ça marche pas. Et donc, on est sans Et cesse dans puis, ces allers-retours avec le réel en fait. Et puis pour les enfants, c'est pareil. voilà, on met au premier plan aussi leur point de vue, leur regard, les questions qu'ils se posent plutôt que celles que les adultes souhaiteraient qu'ils se posent, si j'ai bien
compris un petit peu. Et du coup, ça débouche sur cette idée d'une formation par la délibération. Et jusqu'où peut-on aller, hein, Titouan? Est-ce qu'il est possible d'éduquer à la citoyenneté sans accepter que les institutions, y compris l'institution scolaire, soient remises en cause dans la délibération? Euh, déjà, je pense qu'un rappel qui est intéressant à faire, en tout cas qui m'intéresse, c'est le rappel selon lequel, avant même la mise en place de l'école de la République telle qu'on la connaît avec les lois Ferry, etc., le projet éducatif républicain, c'est un projet qui émerge dans la résistance au Second Empire, avec notamment des philosophes protestants, ou en tout cas d'autres grands penseurs, pas protestants, mais compagnons de route, comme Victor Hugo, enfin des gens qui sont militants du droit à l'éducation, qui est quelque chose qui émerge dans la résistance au Second Empire. Et l'éducation, c'est censé être le moyen de donner, de permettre précisément à un peuple instruit de pouvoir comprendre lorsqu'un pouvoir est dans l'illégitimité, pardon, et dans l'arbitraire. Donc en fait, il y a un lien consubstantiel déjà entre le projet éducatif républicain et l'esprit critique, y compris l'esprit critique des institutions dans lesquelles se trouve un peuple. Euh, dès lors, euh, dès lors, si on prend la notion d'institution comme une organisation qui énonce des normes et qui vise à les maintenir, comme l'État, comme l'école, nous y compris, euh, c'est, euh, je trouve que c'est toujours un moment intéressant lorsqu'on peut en venir à déployer un moment d'esprit critique collectif dans le cadre, moi je pense au cadre de la classe, notamment en philosophie, sur l'institution scolaire en elle-même. Et alors, à ce niveau-là, c'est des temps qui sont souvent extrêmement féconds, extrêmement intéressants, parce que l'institution scolaire, c'est précisément le milieu qui met en relation les élèves entre eux et les élèves avec nous qui sommes professeurs en tant que professeurs. Euh, Seulement peut arriver ce qui a été remarqué tout à l'heure, enfin, ce qui a été évoqué au sujet d'un autre article du dossier, c'est les difficultés qu'on peut ressentir et qui vont faire obstacle à cette discussion en tant que prof au niveau de la posture qu'on peut avoir lorsque la discussion se porte sur des sujets comme critique de l'institution scolaire ou critique de l'institution étatique, euh, et qui peuvent venir rendre le débat difficile de par un blocage psychologique qu'un professeur peut éprouver lorsque devant une classe, la discussion va sur un terrain immédiatement politique, mais dans le sens sur le coup de qui met en question les règles de cette société qu'est l'école et de cette société qu'est la classe. Et à ce titre, il y a un article qui, dès 1888, réfléchit à l'enjeu de la posture professorale au moment où il se ferme au débat. C'est un article qu'on trouve dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, qui distingue dans l'attitude du professeur entre, dans l'article obéissance, qui distingue dans l'attitude du professeur entre sévérité et autorité, l'autorité étant la posture permettant une discussion, un débat en classe et donc par la garantie d'un cadre de cours fonctionnel, le fait de pouvoir discuter, y compris du fonctionnement de la classe. La sévérité étant ce moment de rétractation qu'on peut ressentir en tant que professeur lorsqu'on s'engage sur un sujet parfois sensible du fait du caractère éminemment politique de la critique de l'institution scolaire, critique au sens de étude critique, bien sûr, et la sévérité se traduisant donc par refus de la discussion, sanction d'un comportement, fermeture au débat et imposition d'une norme à des élèves qui dès lors apprennent à obéir à la norme, mais qui prévient Buisson, euh, vont rester sages, ne pas remettre en question explicitement l'institution, la norme à laquelle ils sont soumis, ils sont en l'occurrence jugés, mais qui vont en réalité ne pas en comprendre le bien fondé, se sentir hors du débat et de la délibération publique, et donc ne pas apprendre l'importance de la mise en place de normes collectives et du respect de normes collectives.
C'est toute la question à nouveau de l'échelle entre la micro-délibération, la micro-décision Mm. qui peut se prendre à l'échelle, et la micro-critique qui peut se faire à l'échelle de la classe ou de l'école ou du lycée, et puis celle qui deviendra ou qui est aussi la même délibération, mais cette fois à l'échelle Oui. du pays, voire de l'Europe. Et cette question d'échelle, on la retrouve, et on l'évoquait tout à l'heure, à propos, par exemple, de l'enseignement au développement durable, ou de l'éducation au développement durable, où on privilégie parfois les petits gestes et certains militants écologistes considèrent que c'est faire l'impasse sur la dimension politique. Comment est-ce que ces échelles peuvent s'articuler, Aurélie? Est-ce que j'ai le droit de revenir sur des éléments antérieurs de la discussion? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Alors sur la définition de la citoyenneté du dossier, donc on a vraiment donc je reviens privilégier des entrées justement et après je vais arriver à ta question, hein. Des entrées très civiques et des entrées très citoyennes. Vraiment, on a vraiment les deux. Et on a rappelé, il y a au moins dans deux articles, alors je signale là sur la délibération en classe et sur l'esprit critique, il y a deux articles en ligne qui sont déjà disponibles. Il y a notamment l'article de Céline Chauvigné, donc sur la pertinence d'introduire les questions socialement vives, voilà. Et donc à cette occasion, elle rappelle en fait la définition un peu canonique en fait de la citoyenneté qui a été donnée notamment par Dominique Schnapper, donc dans Qu'est-ce que la citoyenneté avec les trois dimensions. Une dimension juridique dont a parlé Camille sur les droits et les devoirs, une dimension politique, c'est-à-dire ben, en fait on élit des représentants, hein, d'accord, et on est légitime, le citoyen peut le faire. Et puis une dimension sociale qui a trait plus à des aspects de dignité, ce qui me permet de répondre à une question dans le chat. En quoi la citoyenneté, dans citoyenneté sexuelle, est-elle différente de celle de civisme? Eh bien, justement, dans cette dimension sociale, dans cette dimension de respect, en fait, de la dignité de l'autre et dans l'expression, ben, justement, des droits et devoirs dans cette interaction humaine. Ce qui me permet de répondre à la question. Donc, sur les relations, voilà, ça c'est les relations entre les humains et les relations qu'on peut avoir avec les non-humains, les autres qu'humains, voilà. Donc souvent, on cadre cette question avec, bah voilà, on va être éco-citoyen. Donc vous avez toutes et toutes vu des poubelles dans les centres commerciaux, notamment. J'avais pris une photo qui n'avait pas été intégrée dans le dossier, mais d'un beau dispositif, notamment dans le supermarché de Lyon. Donc vous pouvez en retrouver partout, hein. C'est vraiment euh, très très courant. Donc on voit une belle poubelle avec de tri, évidemment, évidemment, sinon ça ne marche pas, où il est marqué geste éco-citoyen. Et là, on est sur la dimension individuelle en fait, mais on n'est pas, c'est pas de la citoyenneté là. On est bien d'accord que c'est du civisme, c'est-à-dire que on va appliquer une règle et puis ben, qui est aussi encadrée puisque finalement on n'a pas le droit comme ça non plus de jeter en fait hein, des déchets sur espace public, hein, d'accord? Donc on applique la règle et donc là on est un bon citoyen dans ce sens-là. Mais cela dit, si on a un petit peu plus de hauteur sur nos relations, alors dysfonctionnelles, hein, on peut le dire, hein, avec les non-humains, et puis aussi avec les éléments hein, qui sont pas vivants, là, il serait peut-être bon justement d'activer cette dimension politique en fait du citoyen et de réfléchir à nos organisations, à nos rapports institués avec l'environnement et puis aussi à la dimension juridique, c'est-à-dire est-ce que ces éléments de l'environnement eux-mêmes ont des droits, ont des devoirs, pas toujours, hein, alors ça commence à se développer, par exemple, il y a des fleuves, par exemple, qui commencent maintenant à être des entités juridiques et qu'on va pouvoir défendre à ce titre-là, et donc on va pouvoir justement ne pas les détruire
par exemple, mais ça, on est loin d'être en fait dans des égalités, parce qu'en fait, ce ne sont pas des citoyens au sens propre, c'est des citoyens, enfin, si tant est que le citoyen, comment dire, c'est toujours en fait une image, hein, c'est toujours un être idéalisé, mais là, en l'occurrence, on est vraiment sur des entités qui peuvent être portées comme étant des citoyens, mais qui ne sont pas véritablement, enfin, en tout cas, c'est au sens symbolique. Et en fait, pour conclure sur cet aspect-là, je voulais quand même, et ça rejoint aussi la question de la citoyenneté sexuelle, c'est-à-dire, en fait, alors, dans la question de la citoyenneté sexuelle, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va de l'intime à la citoyenneté. Et je trouve que là, dans les débats actuels, ça a vraiment un intérêt très très fort. Enfin, vraiment, je vous recommande cet article. Dans le cadre des questions socio-environnementales, là, j'aimerais bien qu'on descende en fait d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête plutôt de parler d'éco-citoyens à tort et à travers dans ce que j'avais nommé là, dans l'article là, comme étant une sorte de patchwork, en fait, où tout est mélangé, les actions individuelles, les actions collectives, en sachant que pointer sur les actions individuelles, ça permet de dépolitiser la question, hein, très clairement, et de mettre la responsabilité sur l'individu, alors que l'individu, il a un pouvoir d'agir, mais il n'a pas tous les pouvoirs d'action, en fait, hein, sur nos relations enfin, société, humain, etc. Et puis nature. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être à la place d'une éco-citoyenneté, on ferait peut-être mieux de se poser la question du développement d'une éco-culture, c'est-à-dire de là redescendre à l'échelle plutôt bah, des relations finalement intimes, identitaires, au sens noble, hein, je parle, par exemple de la construction de notre être au contact des éléments naturels. Et là, peut-être qu'on arrêterait un petit peu de mettre l'éco-citoyenneté à toutes les sauces, en fait. En tout cas, c'est l'hypothèse que je développe dans l'article. Et D'accord. il me semble que cette perspective est hautement politique, même si elle ne porte pas voilà, une perspective forcément citoyenne. Voilà. Ok, merci. Euh, Ben, il se passe quelque chose sur le chat? Il y a des Ah, interventions c'est passionnant. nombreuses. Il y a plein de précisions, plein de compléments qui seront très intéressants à lire et à donner en annexe du webinaire. Euh, Notamment une précision là, de Christian qui dit que la question de l'échelle est centrale aussi dans la question de la délibération dans le cadre de la gestion efficace des communs, telle qu'elle est étudiée par exemple par les sociologues, etc., par Dardot et Laval notamment. Une question sur laquelle je voulais peut-être remonter un tout petit peu, quid de l'EMC dans le dossier? Une question de Françoise, puisqu'elle rajoute ensuite que finalement, voilà, la société, comment dire, de pratique que peuvent avoir nos enfants et nos élèves, ça reste la classe. Est-ce que ça reste la classe ou pas? Voilà, j'ouvre la question. Alors, peut-être c'est le moment de dire que ces questions-là ont été beaucoup traitées dans le précédent dossier des cahiers sur le sujet qui s'appelait Former les futurs citoyens, qui est le dossier numéro 530 de juin 2016, et qui était vraiment centré sur ce qu'était à ce moment-là, bah, en gestation et en naissance, hein, cet enseignement d'éducation morale et civique, l'éducation civique telle qu'elle avait existé jusque-là, etc., et avec beaucoup d'outils et de réflexion. Et c'est pour ça qu'il y en a peut-être un petit peu moins dans ce dossier-là, puisqu'on n'a pas voulu faire deux fois le même dossier. Sur la formation, sur cette formation, il y a notamment le deuxième article qui est sur le site qu'évoquait tout à l'heure Aurélie, l'article de Sébastien Maréchal, Pauline Mazot et Olivier Sauret, qui fourmille de petits outils et de grands outils tout à fait intéressants, justement pour former à cette délibération, à cet esprit critique, à cette citoyenneté au sein de l'école, alors dans des ateliers ou dans des séances de MC. Il y a beaucoup d'outils tout à fait intéressants bah, faut aller voir, quoi. Je veux bien, en essayant d'être bref, dire quelque chose sur cet élément-là. Et ça permet de rejoindre aussi la première question, pourquoi citoyenneté avec un S? Euh, il me semble que dans l'histoire longue de l'éducation à la citoyenneté, de l'enseignement moral et civique, la République et son école ont quand même vécu assez durablement sur l'idée que la République étant éclairée, étant l'expression d'un souci du bien commun par des citoyens capables d'esprit critique et quoi que ce soit,
Elle avait quand même en réserve peut-être pas la bonne définition dans l'absolu de la citoyenneté, mais une définition moins mauvaise que les autres. Voilà. Et que c'était au final le fait de faire communier quand même les petits Français et les petites Françaises à cette définition-là qui était attendue. Et que donc, par exemple, si on reprend les termes de la question posée par Françoise dans le chat, sur la sensibilité ou l'engagement, on allait avoir au final, la République était d'une certaine manière propriétaire ou du moins locataire de la bonne compréhension de ces termes-là. Alors que leur compréhension, en particulier dans une société pluraliste, ne peut pas être univoque. Quand vous parlez de l'engagement, vous ne dites pas la même chose si vous dites que Jean-Paul Sartre ou Pierre Bourdieu ont été des intellectuels engagés, ou quand vous passez devant une affiche où l'oncle Sam vous dit engagez-vous. Voilà. On ne parle pas de la même chose. Sur la sensibilité, certains vont pleurer à la vue d'un chat qu'on maltraite et d'autres à la vue de l'incendie de Notre-Dame. Et dans une société pluraliste, c'est normal que certains pleurent aux deux, certains ne pleurent à aucun des deux, à l'un ou à l'autre. Lequel des deux va être considéré comme un insensible. Voilà. Donc ces notions qu'on amène qui sont proposées par Françoise dans le chat pour le travail de l'EMC, elles sont tout à fait intéressantes, mais elles ne sont pas des réponses, elles sont des problématiques. Parce que la question, c'est comment on va les définir pour en faire des éléments importants de la citoyenneté, et comment on va composer avec la pluralité des définitions qu'on va mettre à ces choses-là. Promouvoir l'engagement, il est permis de penser que l'institution considère que l'engagement, dans un sens qui peut être admis, voire même promu pour l'institution, par l'institution, va être regardé avec plus de bienveillance que, par exemple, l'engagement qui est une forme d'engagement moral et politique dans des actions de désobéissance civique, dans le soutien aux migrants ou des causes écologiques, par exemple. Voilà. Merci. Dernière séquence de notre webinaire. Traditionnellement, nous proposons dans les cahiers une série de dessins qui font des contrepoints à la thématique du dossier. Et nous en choisissons un entre nous, participants du webinaire, que je soumets à votre critique. Donc, je vais vous partager ce dessin et puis chacun des participants va en dire en 30 secondes un petit mot sur ce que ce dessin lui inspire. On va commencer par Marie, puisque ça a à voir avec son travail assez directement. Oui, bah forcément, quand on m'a demandé de choisir, il y avait un passage piéton, donc c'était quand même tellement brûlant d'actualité pour nous. Bah moi, si on pouvait peindre des passages piétons sur les périphes et ça pouvait permettre de faire ralentir un peu ce monde qui va trop vite, ça serait pas mal. Merci. Aurélie? En fait, j'écoutais Marie tout à l'heure et effectivement, j'ai pensé au dessin à ce moment-là. Je vais être brève, hein. Et la question, c'est l'occupation et l'organisation de l'espace public, bien évidemment. Puisqu'on dit, voilà, le citoyen, c'est celui qui participe à la cité. Ben, il n'y a rien de plus finalement concret que l'organisation de l'espace. Et là, c'est vrai que par rapport aux enfants, enfin, je reviendrai pas sur mes marottes, voilà, comment les enfants peuvent être dehors, mais enfin, quand même, hein, c'est pas forcément évident. Et puis, je trouve que là, il y a cette dimension d'action, en fait, qui légitime, en fait, voilà, il y a un pouvoir d'agir qui s'applique et puis qui fait que bah, peut-être ils se sentiront plus légitimes, voilà, intervenir dans la cité. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, effectivement. Pourquoi pas sur le périph'? Titouan? Euh, Bah, écoutez, moi, après ce qui a été dit, avec lesquels je suis en accord, euh, je trouve intéressante l'idée que, a priori, il y a eu d'ores et déjà délibération entre les enfants sur le projet, sur l'emplacement, avant d'aller en parler à l'adulte, qui se prononcera à son tour. Je trouve que ça va tout à fait avec l'idée d'une citoyenneté active qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais avec un souci de sécurité et une inquiétude d'adulte face à l'initiative des enfants. Est-ce qu'elle va pas finalement déboucher cette enseignante sur la décision que oh, bah non, on va pas faire ce que vous avez envie, ce que vous avez prévu parce que c'est trop dangereux. Oui, ça reste, ceci étant dit, voilà, ça appelle à la délibération avec d'autres cadres institutionnels, car effectivement, ça reste le périph. Oui, oui, Je et me en tout cas, permets- ça met en jeu ce que disait Camille tout à l'heure, Comme dans la d'autres. tension entre les valeurs, quoi. Oui, Bah, je vais lui oui. donner la parole d'ailleurs à Camille sur ce dessin.
Oui, merci. Alors justement, pour prolonger là-dessus, ça met aussi l'attention et en bien résumé dans un dessin entre deux dynamiques, c'est-à-dire que dans ce qu'on peut appeler une premier temps du rapport moderne aux enfants, euh, disons pour faire simple, voilà l'époque moderne jusqu'à il y a plusieurs dizaines d'années. On va regarder les enfants avant tout comme des objets de droit. C'est-à-dire, ils sont petits, ils sont vulnérables, ils ont des droits, le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à être protégé. Et notre responsabilité, c'est de les protéger, y compris d'eux-mêmes. Donc, quand ils vont être petits, ça va être de mettre les doigts dans la prise. Enfants, ça va être de vouloir aller jouer sur l'autoroute. Et quand ils seront ados, ça va être de certains comportements de consommation de telle ou telle substance ou de tel ou tel comportement sexuel. Mais on est dans l'idée qu'on les protège pour leur bien, pour qu'ils soient de bons citoyens plus tard. Voilà, c'est des objets de droit. De plus en plus, ce qu'on essaye de faire, ce que la Convention internationale des droits de l'enfant nous demande, ce que des logiques comme euh, certaines conceptions plus contemporaines de l'éducation à la citoyenneté nous demandent, c'est de les traiter, de les éduquer comme des sujets de droit. C'est-à-dire des gens qui peuvent être des acteurs, qui peuvent faire des propositions y compris qui peuvent nous bousculer, des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou qui ne vont pas faire partie de notre horizon d'attente. Par exemple, un passage piéton sur le périph'. Et la question, c'est de savoir comment on arrive à négocier entre voir les enfants comme des objets de droit, on doit prendre soin d'eux parce qu'ils sont petits pour qu'ils soient de bons citoyens plus tard, ou comme des sujets de droit, ils sont vulnérables, mais justement, il faut les étayer, les accompagner, les outiller pour qu'ils puissent faire valoir cette subjectivité de droit et être actifs et proposer des choses. Et il y a une tension entre les deux dimensions. Bien sûr. Ben? Ah ben, alors du coup, je me fais le porte-parole de Christian dans le chat qui dit ce dessin est une bonne illustration de la définition du projet, qui est une médiation entre les sujets, leur motivation et l'objet, avec sa réalité, ses limites, ses résistances. Ouais, et moi je rajoute ouais, un bon principe de réalité aussi. Voilà. Éduquer les enfants au principe de réalité. Bien sûr. D'accord. Merci. Il est temps de clore ce webinaire. Le temps, l'heure que nous nous donnons est terminée. En remerciant tout d'abord nos intervenants de leur participation, en remerciant ceux qui sont intervenus à travers le chat, des questions et des commentaires qu'ils ont pu faire et de leur attention. Je vous rappelle qu'il va exister, au moment où nous mettrons en ligne ce webinaire, une bibliographie commentée qui prendra en compte les références qui ont été évoquées ici et qui ont été proposées également dans le chat, une cytographie et des sites qui pourront vous aider. Les cahiers pédagogiques, par ailleurs, sont une revue associative qui fonctionne par la mobilisation des militants, de ceux qui écrivent dedans, de ceux qui l'animent et animent l'association. Travail conséquent de nombreuses personnes qui a besoin d'autres énergies. Alors, la première étant celle des clients, si l'on peut appeler ça comme ça, et des lecteurs, mais on a d'abord besoin de force, de gens qui nous proposent des textes, qui viennent discuter avec nous, éventuellement qui adhèrent à l'association pour nous rencontrer, pour qu'on travaille ensemble à une école un petit peu plus démocratique et où la citoyenneté soit pas une citoyenneté d'obéissance, de préférence. Le prochain webinaire des cahiers pédagogiques aura lieu en début de l'année 2025 et sera consacré au prochain dossier, lui-même consacré à la relation entre le corps et les apprentissages. Ça s'appellera Apprendre par le corps. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin d'année, 15 jours encore avant les vacances pour ceux qui travaillent dans le monde de l'enseignement, de bonnes fêtes de fin d'année et puis une heureuse année 2026. Bonsoir. Carrément 26. Ah, pardon, 25. Je reprends. Une très bonne année 2025. Bonsoir.